Carl Jung a passé des années à étudier ce que la plupart des gens préfèrent ne pas envisager. Que se passe-t-il exactement dans l'esprit de quelqu'un qui fait semblant de vous aimer? Pas quelqu'un qui ne vous aime simplement pas, cela serait facile à détecter, mais quelqu'un qui, activement, simule l'amour, l'attention, l'amitié, alors qu'au fond, il ressent quelque chose de complètement différent. Jung a documenté ce processus avec une précision perturbante, et ce qu'il a découvert va changer la façon dont vous regardez les personnes qui vous entourent. Cette sensation que vous avez parfois que quelque chose ne colle pas, que les mots disent une chose, mais que quelque chose en vous vous avertit du contraire. Ce n'est pas de la paranoïa. Jung appelait cela la fonction intuitive de l'inconscient. Votre esprit détecte des incohérences que votre conscience ne parvient pas à articuler. Aujourd'hui, nous allons mettre des mots sur ces incohérences. Nous allons entrer dans l'esprit de celui qui fait semblant de vous aimer, afin que vous puissiez reconnaître les signaux, avant qu'il ne soit trop tard. Avant de continuer, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose de fondamental. Le problème n'est pas qu'il existe des personnes qui ne vous aiment pas. Le problème, c'est quand ces personnes décident de faire semblant de vous aimer. Quand elles choisissent de porter un masque d'affection pour obtenir quelque chose de vous. Et Jung a consacré une partie significative de son travail à comprendre comment fonctionne ce masque. Le premier concept que Jung a développé est ce qu'il appelait la persona, le masque social, que nous portons tous. C'est la manière dont nous nous présentons au monde. Il est normal d'avoir une persona. Vous avez une version de vous-même pour le travail, une autre pour la famille, une autre pour les amis. C'est saïn. Le problème apparaît lorsque la persona devient un outil de manipulation consciente. Quand quelqu'un construit une persona spécifiquement conçue pour vous faire croire qu'il vous aime, alors qu'en réalité, il ressent de l'indifférence, du mépris, voire même de la haine. Jung a observé que les personnes qui font cela ont une capacité extraordinaire à séparer ce qu'elles ressentent de ce qu'elles montrent. C'est comme si elles avaient deux vies parallèles, la vie que vous voyez, pleine de sourires, de mots doux et de gestes affectueux, et la vie interne, où elles calculent froidement et méthodiquement comment utiliser votre affection à leur propre fin. Mais voici ce qui va vraiment vous impacter. Jung a documenté que lorsqu'une personne simule l'affection, il se produit dans son esprit un processus qu'il appelait la dissociation fonctionnelle. Cela signifie qu'elles peuvent littéralement déconnecter leurs émotions réelles de leurs actions. Elles peuvent vous dire « je t'aime », alors qu'au fond, elles ne ressentent absolument rien. Ou pire, alors qu'au fond, elles ressentent du mépris, et cela ne génère aucun conflit interne. Elles ne ressentent aucune culpabilité, aucun malaise. Pour elles, c'est simplement une transaction. Je te donne de jolis mots, tu me donnes ce dont j'ai besoin. C'est ce qui rend ces personnes si difficiles à détecter, parce que lorsqu'une personne normale ment sur ses sentiments, il y a des signes, il y a des incohérences. Le corps trahit le mensonge. Mais quand quelqu'un a cette capacité de dissociation, le mensonge devient parfait. Il n'y a pas de signaux physiques, parce que pour elle, ce n'est pas un mensonge au sens traditionnel. C'est simplement une autre façon d'opérer. Maintenant, voici le deuxième schéma que Jung a identifié, et celui-ci est crucial pour votre protection. Jung a observé que ces personnes ont ce qu'il appelait une ombre, hautement développée, mais complètement niée. L'ombre, c'est la partie de nous qui contient tout ce que nous ne voulons pas accepter de nous-mêmes. Nous avons tous une ombre. La différence, c'est que les personnes saines reconnaissent leur ombre et travaillent avec elle. Les personnes qui font semblant de vous aimer nient complètement leur ombre et la projettent sur les autres. Qu'est-ce que cela signifie en termes pratiques? Cela signifie que la personne qui vous déteste en secret, tout en faisant semblant de vous aimer,
croit sincèrement qu'elle est une bonne personne. Dans sa propre narration interne, elle est la victime, l'incomprise, celle qui mérite plus que ce qu'elle reçoit. Vous êtes le problème. Vous êtes celui qui ne la valorise pas suffisamment. Vous êtes celui qui lui doit quelque chose. Cette distorsion de la réalité est ce qui lui permet de simuler, sans culpabilité, parce que dans son esprit, elle ne fait pas semblant. Elle fait ce qu'elle doit faire pour survivre dans un monde qui la traite injustement. Jung a décrit ce phénomène comme l'une des formes les plus dangereuses d'autotromperie. La personne s'est tellement convaincue de sa propre bonté que toute action, aussi nuisible soit-elle, se justifie automatiquement. Si elle doit faire semblant d'aimer pour obtenir ce qu'elle veut, c'est parce que la situation l'oblige. Si elle doit vous manipuler, c'est parce que vous ne lui donnez pas d'autre choix. Il y a toujours une rationalisation parfaite. Laissez-moi vous expliquer comment cela fonctionne dans la pratique quotidienne. Imaginez que cette personne vous sourit et vous dise que vous lui avez manqué. À ce moment précis, dans son esprit, il peut se passer quelque chose de complètement différent. Elle peut être en train de penser « J'ai besoin que cette personne reste disponible pour moi ». Elle peut être en train de calculer comment maintenir votre attention sans rien donner de réel en échange. Elle peut être en train de ressentir de l'irritation à l'idée de devoir faire cet effort, de paraître agréable. Mais rien de cela ne se reflète sur son visage. Le sourire est parfait. Les mots sont parfaits. Seule votre intuition, cette alarme silencieuse que Jung respectait tant, vous dit que quelque chose ne colle pas. Le troisième schéma est peut-être le plus perturbateur de tous. Jung a documenté que les personnes qui simulent l'amour développent ce qu'il appelait une jouissance de la tromperie. Elles ne trompent pas seulement parce que cela leur convient. Elles commencent à apprécier l'acte même de tromper. Il y a quelque chose dans le fait de mener une double vie qui leur procure une sensation de pouvoir, de supériorité. Elles connaissent la vérité, pas vous. Elles contrôlent la narration. Vous vivez dans une illusion qu'elles ont créée. Cette asymétrie d'information leur procure une espèce de plaisir sombre. Jung a observé cela dans de multiples cas et l'a trouvé profondément inquiétant, parce que cela signifie que la tromperie n'est pas seulement un moyen pour une fin, elle devient une fin en soi. La personne commence à avoir besoin de tromper. Elle s'ennuie s'il n'y a personne à manipuler. Elle cherche activement de nouvelles victimes, non seulement pour ce qu'elle peut obtenir d'elle, mais pour l'émotion du jeu en lui-même. Cela explique quelque chose que de nombreuses victimes ne comprennent pas. Pourquoi m'a-t-il fait ça, s'il n'avait besoin de rien de moi? Parfois, la réponse est simple et terrifiante, parce qu'il le pouvait, parce que l'acte de vous faire croire quelque chose de faux lui procurait de la satisfaction, parce que voir votre confiance naïve le faisait se sentir supérieur. Mais voici quelque chose qui peut vous sauver. Jung a identifié que, même si ces personnes sont expertes dans l'art de simuler, il y a des moments où le masque glisse. Il les appelait des moments de fuite. Ce sont des instants, très brefs, où la vérité se montre. Un micro-geste de mépris quand vous croyez qu'il ne vous regarde pas. Un ton de voix légèrement différent. Quand il parle de vous avec les autres, une réaction inappropriée à votre douleur ou à votre succès. Ces moments durent des fractions de secondes, mais votre inconscient les enregistre. C'est pour cela que vous avez cette sensation, que quelque chose ne va pas, même si vous ne pouvez pas expliquer exactement quoi. C'est ce sentiment persistant, cette intuition que quelque chose cloche, que les mots ne sonnent pas justes. Le quatrième schéma concerne la façon dont ces personnes perçoivent l'amour réel. Carl Jung a découvert quelque chose de fascinant. Les personnes qui simulent l'amour ont généralement une relation très déformée avec l'amour véritable. Beaucoup d'entre elles ne croient pas que l'amour véritable existe. Elles pensent que tout le monde simule à un certain degré, que toutes les relations sont transactionnelles.
que celui qui montre un amour véritable est simplement naïf ou faible. Cette vision cynique du monde leur permet de justifier leur propre comportement. Si tout le monde manipule, je ne fais que mieux jouer le jeu que les autres. C'est une des raisons pour lesquelles votre bonté leur semble incompréhensible. Quand vous donnez un amour réel, sans calcul, sans attente cachée, ils ne le comprennent pas. Ils pensent que vous aussi, vous avez un agenda secret. Ou pire, ils pensent que vous êtes idiot de donner sans rien demander en retour. Votre générosité ne leur inspire pas de la gratitude, elle leur inspire du mépris. Dans leur esprit, quelqu'un qui donne sans arrière-pensée est quelqu'un qui mérite d'être exploité. Carl Jung avait une phrase dévastatrice à ce sujet. Il disait que le cynique est quelqu'un qui connaît le prix de tout et la valeur de rien. Les personnes qui simulent l'amour vivent dans ce cynisme. Elles peuvent calculer parfaitement combien vaut chaque geste qu'elles font, mais elles sont incapables de comprendre la valeur d'une connexion véritable. Le cinquième schéma est le plus sombre, et j'ai besoin que vous le compreniez bien. Carl Jung a documenté que beaucoup de ces personnes ne sont pas nées ainsi, elles le sont devenues. Généralement, il y a une histoire de blessures précoces, de trahisons qu'elles ont subies avant de commencer à trahir. Cela ne justifie pas leur comportement, mais cela explique le mécanisme. À un moment donné, elles ont décidé qu'elles ne seraient plus jamais vulnérables, qu'elles ne feraient plus jamais vraiment confiance, qu'elles utiliseraient les autres avant d'être utilisées. Et elles ont construit toute une structure de personnalité autour de cette décision. Cela signifie quelque chose d'important. Vous n'allez pas les changer avec de l'amour. Vous n'allez pas les guérir avec de la patience. Vous n'allez pas atteindre leur cœur véritable si vous donnez seulement assez. Cette personne qui simulait vous aimer n'attend pas que vous la sauviez. Elle attend que vous restiez utile. Et au moment où vous cesserez de l'être, le masque tombera complètement. Maintenant, voici la partie qui va vous donner le pouvoir de vous protéger. Carl Jung a développé plusieurs techniques pour détecter quand quelqu'un simule l'amour. La première concerne ce qu'il appelait la cohérence temporelle. Les personnes qui aiment vraiment sont cohérentes dans le temps. Elles ont de bons jours et de mauvais jours, mais leur essence reste la même. Les personnes qui simulent ont ce que Carl Jung appelait des fluctuations inexplicables. Parfois, elles sont incroyablement affectueuses. D'autres fois, elles semblent être des personnes complètement différentes. Et ces fluctuations n'ont pas de cause logique visible. Elles ne sont pas liées au stress, à des problèmes externes, à rien que vous puissiez identifier. Elles changent simplement. Cela se produit parce que maintenir le masque demande de l'énergie. Et parfois, elles se lassent de simuler. La deuxième technique de détection concerne les réactions à vos limites. Carl Jung a observé que lorsque vous établissez une limite claire avec quelqu'un qui vous aime, vraiment, il y a du respect. Il peut y avoir de la déception, il peut y avoir de la négociation, mais il y a un respect fondamental. Lorsque vous établissez une limite avec quelqu'un qui simule vous aimer, la réaction est disproportionnée. Il y a de la rage, il y a de la manipulation émotionnelle, il y a des tentatives de vous faire sentir coupable, parce que votre limite interfère avec ce qu'ils veulent obtenir de vous. Et cela est inacceptable dans leur monde interne. La troisième technique est d'observer comment ils réagissent à votre succès. Carl Jung a noté quelque chose de très révélateur. Lorsque vous partagez une bonne nouvelle avec quelqu'un qui vous aime sincèrement, il y a une joie sincère. L'expression faciale est congruente avec les mots. Il y a des questions authentiques, un intérêt réel. Lorsque vous partagez une bonne nouvelle avec quelqu'un qui simule vous aimer, il y a un micro-moment de quelque chose qui n'est pas de la joie. Si cela peut être un éclair d'irritation, une seconde de froideur avant que le sourire n'apparaisse, les félicitations arrivent, mais elles arrivent un moment trop tard, et il y a quelque chose de robotique en elles, quelque chose d'enseigné, comme si elles suivaient un script de la façon dont elles sont supposées réagir.
Carl Jung expliquait cela avec précision. Il disait que l'amour véritable se réjouit du succès de l'autre comme si c'était le sien propre. Mais quand quelqu'un vous voit comme un objet, votre succès peut représenter une menace. Cela signifie que vous devenez plus indépendant. Cela signifie qu'il a moins besoin de vous. Et cela produit un inconfort qu'il ne peut pas complètement cacher, même si cela ne dure qu'une fraction de seconde. La quatrième technique de détection concerne la qualité de l'attention. Carl Jung a observé que les personnes qui aiment vraiment prêtent une attention active. Elles se souviennent des détails. Elles font le suivi de choses que vous avez mentionnées il y a des semaines. Elles montrent de l'intérêt pour votre monde intérieur, pas seulement pour votre utilité extérieure. Les personnes qui simulent l'amour prêtent une attention superficielle et sélective. Elles se souviennent de ce qu'elles ont besoin de se souvenir. Elles prêtent attention quand elles ont besoin de quelque chose de vous. Et elles ont une capacité remarquable à oublier des choses importantes que vous leur avez partagées. Si ces choses n'ont pas de pertinence pour leurs propres intérêts, il y a quelque chose de plus que Carl Jung a documenté et que je veux que vous compreniez profondément. Le sixième schéma concerne ce que Carl Jung appelait la fragmentation du moi. Les personnes qui simulent l'amour de manière constante développent une structure psychologique fragmentée. Elles n'ont pas un moi unifié. Elles ont de multiples versions d'elles-mêmes qu'elles activent selon la situation. La version qu'elles vous montrent est complètement différente de la version qu'elles montrent à d'autres. Et aucune de ces versions n'est réelle. Ce sont toutes des masques adaptés à différentes audiences. Cela crée un phénomène intéressant. Lorsque vous parlez avec d'autres personnes de cet individu, les descriptions ne coïncident pas. Vous le connaissez d'une manière, sa famille le connaît d'une autre. Ses collègues voient quelqu'un de complètement différent, et tout le monde est convaincu qu'il connaît la personne réelle. Mais personne ne la connaît, parce que la personne réelle est tellement fragmentée que peut-être même elle ne sait pas qui elle est, vraiment. Carl Jung avertissait que cela rend la confrontation avec ces personnes particulièrement difficile. Lorsque vous les confrontez avec des preuves de leur tromperie, elles ne comprennent vraiment pas de quoi vous parlez, parce que la version qui vous a trompé est différente de la version qui a la conversation avec vous maintenant. C'est comme si elles avaient changé de masque, et que le masque précédent n'avait jamais existé. Cela nous amène au septième schéma, et celui-ci est fondamental pour votre protection émotionnelle. Carl Jung a documenté ce qu'il appelait le vide central. Lorsque vous regardez profondément quelqu'un qui simule vous aimer, à un moment donné, vous vous rendez compte qu'il y a un vide là où il devrait y avoir une personne réelle. Il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de noyau stable, il n'y a pas d'authenticité. Il n'existe qu'une série de comportements, adaptés à différentes situations, et cela produit une sensation très particulière en vous, une sensation d'irréalité, l'impression que, quel que soit le temps que vous passiez avec cette personne, vous ne la connaîtrez jamais vraiment, qu'il y a toujours une distance que vous ne pouvez pas franchir. Beaucoup de victimes décrivent cela comme se sentir seules, même lorsqu'elles sont accompagnées, et c'est logique, car elles ne sont pas en relation avec une personne, mais avec un masque social. Et les masques sociaux ne peuvent pas offrir de connexion réelle. Ils ne peuvent que la simuler. Carl Jung avait une observation particulièrement douloureuse à ce sujet. Il disait que les personnes qui simulent l'amour ne souffrent pas de le faire, mais leurs victimes, oui. Elles souffrent de la solitude, d'être avec quelqu'un qui n'existe pas. Elles souffrent de la confusion de recevoir des messages contradictoires. Elles souffrent de l'épuisement d'essayer de faire fonctionner quelque chose qui n'a jamais été réel. Et le plus cruel, c'est qu'elles se blâment souvent elles-mêmes de ne pas pouvoir créer une connexion authentique avec quelqu'un qui n'a jamais eu l'intention de se connecter authentiquement. Mais voici la partie la plus importante de tout ce que je vais partager avec vous. Carl Jung n'a pas seulement documenté le problème,
Il a également développé des outils pour vous protéger. Et je veux partager avec vous les 3 stratégies principales qu'il recommandait pour faire face aux personnes qui simulent vous aimer. La première stratégie est ce que Carl Jung appelait la preuve du temps silencieux. Elle consiste à observer comment la personne agit lorsqu'elle n'obtient rien de vous, lorsque vous ne lui donnez pas d'attention, de validation, de ressources. Rien. Les personnes qui vous aiment vraiment restent présentes, restent intéressées, restent connectées, même si vous ne leur donnez rien à ce moment-là. Les personnes qui simulent deviennent distantes, irritables ou disparaissent tout simplement lorsqu'elles cessent de recevoir leur dose. Cette preuve est simple, mais incroyablement révélatrice. Il suffit d'arrêter de donner pendant un certain temps et d'observer ce qui se passe. La deuxième stratégie a à voir avec ce que Carl Jung appelait l'écoute du corps. Votre corps sait des choses que votre esprit ne veut pas accepter. Lorsque vous êtes avec quelqu'un qui vous aime réellement, votre corps se détend. Vous vous sentez en peace, vous vous sentez en sécurité. Lorsque vous êtes avec quelqu'un qui simule vous aimer, il y a une tension subtile, mais constante. Votre corps est en état d'alerte, même si vous ne savez pas pourquoi. Il y a un malaise que vous ne pouvez pas nommer. Carl Jung recommandait de prêter attention à ces signes physiques. Si votre corps ne se détend pas avec quelqu'un, après beaucoup de temps passé à le connaître, il y a une raison. Votre inconscient détecte une menace que votre conscience ne peut pas voir. La troisième stratégie est la plus puissante, et Carl Jung l'appelait la vérification de la réciprocité. Elle consiste à analyser honnêtement ce que vous donnez et ce que vous recevez dans la relation, pas en termes de choses matérielles, mais en termes d'énergie émotionnelle, de soutien, de présence, de soins authentiques. Les relations réelles ont un flux de réciprocité. Il n'a pas besoin d'être exactement égal, mais il y a un équilibre général. Les relations avec quelqu'un qui simule sont profondément déséquilibrées. Vous donnez constamment, ils prennent constamment. Et lorsque vous arrêtez de donner, la relation se détériore immédiatement. Car ce n'était pas une relation, c'était une extraction. Maintenant, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. À propos du processus d'éveil, Carl Jung a documenté que lorsque vous vous rendez compte que quelqu'un simulait vous aimer, il y a une période de choc. C'est comme si le monde se réorganisait. Tout ce que vous croyez vrai se révèle faux. Les moments que vous pensiez être réels étaient des mises en scène. Les mots que vous gardiez dans votre cœur étaient des scripts répétés. C'est dévastateur. Et Carl Jung disait que cette douleur est nécessaire. C'est le prix de la vérité. Et la vérité, même si elle fait mal, est toujours préférable à l'illusion. Beaucoup de personnes se demandent comment je ne m'en suis pas rendu compte avant. Et Carl Jung avait une réponse compassionnelle à cela. Il disait que vous ne vous en êtes pas rendu compte, parce que vous êtes une bonne personne, parce que vous supposez que les autres fonctionnent avec la même honnêteté basique avec laquelle vous fonctionnez, parce qu'il vous est difficile d'imaginer que quelqu'un simulerait l'amour de manière aussi élaborée. Cette incapacité d'imaginer la tromperie n'est pas une faiblesse, c'est la preuve de votre intégrité, mais c'est aussi quelque chose que vous devez maintenant modifier, pas pour devenir cynique, mais pour devenir sage. Vous venez d'apprendre des schémas que Carl Jung a mis des décennies à documenter, des schémas sur la façon dont fonctionne l'esprit de quelqu'un qui simule vous aimer. Cette connaissance n'est pas facile à trouver et elle n'est pas confortable à partager, mais c'est exactement ce dont vous avez besoin pour ne plus jamais être victime du même type de personne. Le bouton « Merci » que vous voyez en bas est une façon de dire « Cette information m'importe ». C'est une façon de soutenir que nous continuions à révéler ce que d'autres préfèrent maintenir caché. Chaque soutien rend possible que plus de personnes s'éveillent avant de perdre des années de leur vie. Avec quelqu'un qui ne les a jamais aimés vraiment, maintenant
je veux vous donner les outils finaux de protection que Carl Jung a développés. Le premier outil est ce qu'il appelait l'inventaire des actions. À partir de maintenant, quand quelqu'un vous dit qu'il vous aime, ne l'enregistrez pas comme une vérité. Enregistrez-le comme une affirmation en attente de vérification. Ensuite, observez les actions. Les actions cohérentes au fil du temps sont la seule preuve valable d'amour réel. Les mots seuls ne comptent pas. Ils peuvent être beaux, ils peuvent être convaincants, mais sans action qui les soutiennent, ce n'est que du bruit. Le deuxième outil est le développement de ce que Carl Jung appelait la fonction observatrice. Elle consiste à cultiver une partie de vous qui observe les relations de l'extérieur, qui ne se perd pas complètement dans l'émotion, qui maintient une perspective objective, même lorsque le cœur est impliqué. Cette fonction observatrice est celle qui détecte les incohérences, celle qui note les moments de fuite, celle qui enregistre les fluctuations inexplicables. Cultiver cette fonction ne vous rend pas froide, elle vous rend protégée. Le troisième outil est le plus important, et Carl Jung l'appelait le respect de votre propre intuition. Chaque fois que vous sentez que quelque chose ne va pas, avec quelqu'un, honorez cette sensation. Ne la rationalisez pas. Ne la minimisez pas. Ne vous convainquez pas que vous êtes paranoïaque. Votre intuition est le résultat de millions d'années d'évolution. C'est votre système de protection le plus ancien et le plus fiable. Et quand elle vous dit que quelqu'un n'est pas ce qu'il semble être, elle a presque toujours raison. Carl Jung avait une phrase que je veux que vous gardiez avec vous. Il disait que celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Les personnes qui simulent vous aimer veulent que vous continuiez à rêver, veulent que vous continuiez à croire en l'illusion qu'elles ont créée. Mais vous avez déjà commencé à regarder à l'intérieur. Vous avez déjà commencé à vous éveiller. Et une fois que vous vous éveillez, le masque social ne peut plus vous tromper. Je veux vous laisser avec quelque chose de plus que Carl Jung a écrit vers la fin de sa carrière. Quelque chose qui, je crois, a été écrit exactement pour les personnes comme vous, qui ont été trompées par quelqu'un qui simulait les aimer. Il disait que la rencontre de deux personnalités, c'est comme le contact de deux substances chimiques. Si une réaction se produit, les deux sont transformés. Mais lorsque l'une de ces personnalités est fausse, il n'y a pas de réaction réelle. Il y a seulement une extraction. Une personne donne, l'autre prend. Et à la fin, il ne reste que le vide, un gouffre béant. Mais il disait aussi quelque chose d'espérant. Il disait que lorsque vous vous libérez enfin de quelqu'un qui feignait de vous aimer, vous récupérez quelque chose de précieux. Vous récupérez la capacité de vous faire confiance, de croire en votre intuition. Vous récupérez la clarté qui avait été distordue, salie par le mensonge. Vous récupérez l'énergie que vous investissiez dans une illusion, une chimère. Et avec cette énergie récupérée, vous pouvez enfin chercher des connexions réelles, des connexions où vous n'avez pas à vous demander si l'amour est génuin, parce que vous le sentirez dans chaque action, dans chaque geste, dans chaque moment partagé, comme une évidence. Vous méritez l'amour vrai, l'amour authentique, un amour qui ne requiert pas que vous ignoriez vos instincts, vos pressentiments, un amour qui ne produise pas cette tension subtile dans votre corps, cette angoisse sourde, un amour qui soit consistant, vérifiable, réciproque. Et le premier pas pour trouver cet amour, c'est d'arrêter d'accepter les imitations, les contrefaçons, d'arrêter de vous contenter de masques sociaux jolis, mais vides, d'arrêter d'investir votre cœur dans des personnes qui ne savent que simuler, qui jouent une comédie. Rappelez-vous les schémas que vous avez appris aujourd'hui, le masque social comme outil de manipulation, une façade trompeuse, la dissociation fonctionnelle, cette manière de compartimenter ses émotions, l'ombre niée et projetée, ces aspects de soi que l'on refuse de voir et que l'on attribue aux autres, la jouissance de la tromperie, ce plaisir pervers à manipuler, les moments de fuite,
Ces absences émotionnelles soudaines, la vision cynique de l'amour, réduisant l'affection à un jeu de pouvoir, le vide central, l'absence d'empathie véritable, la fragmentation du moi, une identité brisée, et les outils de protection, la preuve du temps silencieux, observer comment la personne se comporte sur la durée, l'écoute du corps, être attentif aux signaux physiques de malaise, la vérification de la réciprocité, s'assurer que l'investissement émotionnel est mutuel, l'inventaire des actions, analyser les faits plutôt que les paroles, la fonction intuitive de l'inconscient, faire confiance à son intuition, le respect pour votre intuition, ne pas la balayer d'un revers de main. Ce savoir est votre armure maintenant, votre bouclier. Carl Jung a dédié sa vie à comprendre les profondeurs de l'âme humaine, et l'une de ses conclusions les plus importantes fut que la conscience est protection. Quand vous savez comment fonctionne l'esprit de celui qui feint, vous cessez d'être victime, une marionnette. Quand vous pouvez voir derrière le masque social, le masque perd son pouvoir, son emprise. Quand vous comprenez qu'il y a des personnes qui simulent l'amour sans le ressentir, vous pouvez protéger votre cœur d'elles, vous préserver. Avant de partir, je veux que vous réfléchissiez à quelque chose. Y a-t-il quelqu'un dans votre vie avec qui vous sentez cette tension subtile? Quelqu'un dont les mots disent l'amour, mais dont les actions vous laissent vide? Quelqu'un qui vous fait vous sentir seul, même lorsqu'il est présent? Si la réponse est oui, vous avez déjà toute l'information dont vous avez besoin. La question maintenant, c'est ce que vous allez en faire, comment vous allez agir. Commentez ici en bas avec un emoji de masque. Si vous avez déjà senti que quelqu'un feignait de vous aimer, pas de nom, juste l'emoji. Voyons combien d'entre nous ont vécu cela. Votre expérience peut être exactement ce qu'une autre personne a besoin de voir pour finalement faire confiance à son intuition, à sa petite voix intérieure.